fidèles téléspectateurs de CML 13 Télévision. Vous êtes très nombreux branchés devant vos postes téléviseurs en ce moment pour suivre votre rendez-vous de la semaine, journal hebdomadaire. Avec cette rubrique, avec ce magazine, nous passons en revue toutes les grandes actualités de la semaine avec un invité. Pour aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le professeur Joseph Ngindoukalala. Avec lui, nous allons passer en revue toutes ces actualités. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Marcello. Et voilà, avec le professeur Ngindou, nous allons analyser, nous allons donner des points de vue sur les différentes questions d'actualité. Et bien, voilà, pour éclairer la lanterne de notre public. Sans plus tarder, nous commençons déjà dès le lundi 31 janvier 2022. La plus grande des actualités, c'était la pose de la première pierre par le chef de l'État pour la construction du port en eau profonde. C'était à Mwanda, dans la province du Congo central, lieu où le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre, œuvre gigantesque qui va assouplir la souffrance de la population locale. Environ 5000 personnes auront de l'emploi, œuvre que les populations autochtones félicitent et encouragent pour voir aboutir. C'était un reportage de Nonon Kourou que je demande de suivre et après on va faire un petit commentaire. Arrivé dans sa Jeep blanche, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu honorer sa promesse faite à la population du Congo central de leur construire un port moderne aux standards internationaux en eau profonde. Ces travaux qui s'exécutent par la société B4World des Émirats Arabes Unis, qui se veut un méga projet qui va promouvoir en même temps les échanges commerciaux avec le reste du monde, soutient les ministres émirats venus pour la circonstance. La cérémonie d'aujourd'hui pour le port de Banana, qui va être le premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo, est un testament des relations économiques importantes entre nos deux pays. Le port, qui va être développé en partenariat avec DP World, va promettre et implémenter des réductions de coûts et une accélération du commerce et du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, ainsi que de ses exports. Le projet du port de Banana va inclure les dernières technologies, les derniers équipements et sera un projet d'infrastructure de classe internationale qui va permettre de renforcer considérablement le secteur logistique de la République démocratique du Congo. Du côté congolais, les ministres des Transports, Chéribien Okende, considèrent que le début de ces travaux, qui vont s'étaler sur une durée de 4 ans jusqu'en 2025, est loin d'être une simple déclaration politique. Ce projet est loin d'être une simple déclaration d'intention, mais il est bel et bien l'expression d'une volonté affichée, nourrie d'un engagement politique ferme pour sa réalisation. Au-delà de la symbolique, c'est la preuve de votre engagement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a arrimé la République démocratique du Congo à la marche irréversible vers la nouvelle espérance pour la prospérité et le progrès social de nos populations. À cette occasion solennelle, il me reste tout simplement à inviter les uns et les autres au strict respect des assignations contenues dans les différents actes contractuels. Pour couronner l'événement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé lui-même à la pose de la première pierre, synonyme de début des travaux, à la grande satisfaction de la jeunesse du Congo central, qui voit une opportunité de travail s'ouvrir devant elle. C'est ce qui a motivé une forte mobilisation de ces jours. Ils ont attendu depuis des lustres cette promesse qui à ces jours prend forme. Signalons tout de même que la globalité de ces projets s'estime à 1 milliard de dollars américains, répartis en 3 temps. Je l'ai dit au début de ce magazine que je recevais pour vous le professeur Joseph Ngindoukalala. Avec lui, nous allons commenter. Professeur, nous avons suivi le tout premier reportage de la semaine. Quelle est votre lecture des faits? Voilà. D'abord, je m'en veux vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour qu'on parle des activités de la semaine concernant notre pays.
Je crois que ça, c'est une des meilleures activités que le chef de l'État a réalisées durant la semaine ou durant le mois, puisque donner un go pour la construction d'un port en eau profonde de Banana, c'est vraiment donner une vitesse, disons, accélérer l'économie de la RDC. Ça va booster l'économie de la RDC. Vous savez, les ports, autour du port, il y a beaucoup d'activités. Le port en lui seul va entraîner un grand monde. On aura des emplois directs et des emplois indirects. Ce qui veut dire que l'économie sera vraiment bien boostée de ce côté-là. Le port, c'est un lieu touristique. Ce qui veut dire que le ministère du Tourisme devra aussi s'arranger, se mettre en ligne de bataille pour que tout ce que nous avons là-bas comme site touristique soit répertorié, aménagé de telle manière à permettre aux touristes de pouvoir booster aussi l'économie de ce côté-là. Le port, c'est un lieu de rencontre. Rencontre des civilisations, rencontre des activités commerciales. Imaginez-vous, par le passé, nous avons beaucoup parlé de ce port-là. Depuis 2008 que j'étais aux affaires étrangères, il y avait une commission mixte, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, pour les problèmes des ponts. Pont-rail qui doit relier les deux villes les plus rapprochées du monde. Donc je dois vous révéler ici, aujourd'hui, que ça c'était une condition sine qua non pour pouvoir réaliser les ponts-rails sur le fleuve Congo. Donc nous avions posé comme condition, avant qu'on fasse les ponts-rails sur le fleuve Congo qui doit relier les deux capitales les plus proches du monde, il nous faut d'abord les ports en eau profonde. Sinon, si on faisait les ponts-rails, le port de Matadi allait mourir, la ville de Matadi allait mourir, on n'aurait plus la vie au Congo central. En fait, sur base de la réalisation de ce pont, si on réalisait juste le pont et qu'il n'y a pas d'autres tronçons, justement, je parle de chemin de fer pour désengorger le port, vous ne trouvez pas que ça sera encore saturé le Congo central qui n'a qu'une seule voie pour acheminer les histoires à Kinshasa? Voilà, vous m'avez coupé la parole, Marcelo. Je voulais en arriver. D'abord, il faut remercier le chef de l'État. Puisque ce n'est pas facile d'arriver d'abord à avoir les moyens pour pouvoir réaliser ce port-là qui nous coûtera environ 1 milliard de dollars. Donc, il faut vraiment le remercier qu'il a eu quand même un bon partenaire qui mettra son expertise, non seulement l'expertise, mais aussi les moyens financiers. Ça, c'est un. De deux, je n'avais pas terminé quand je vous ai parlé du tourisme. Pour pouvoir y aller, on ne va pas seulement utiliser la route. Il faut qu'on ait les chemins de fer. Nous avons 2 sociétés de chemins de fer, le BCK, qui s'appelait comme ça là, et l'ONATRA, l'ex-ONATRA. Il y a déjà un autre projet d'un privé, en partenariat, ça serait un partenariat public et privé, qui devra réaliser des trains, un chemin de fer entre Mwanda jusqu'à Kinshasa, peut-être avec une jonction vers Ilebo. Okay. Donc c'est déjà un projet en cours. Bon, le chef de l'État lui-même pourra nous le dire dans les jours à venir. Et ça pourra se réaliser. Donc, on va développer les chemins de fer. On va développer aussi les routes. Et ça va nous permettre de réaliser l'économie d'échelle. Et vous verrez dans les jours à venir, le Congo central sera complètement transformé. Dès que ce port, puisque la première partie, l'année prochaine, ça sera déjà prête. Ceci nous permet, je disais tout à l'heure, de réaliser l'économie d'échelle. Pourquoi? Vous savez, par le passé, tous les grands bateaux arrivent à Pointe-Noire. Donc, tous nos commerçants qui transitent par l'océan Atlantique, pour que les marchandises arrivent chez nous, ça doit d'abord passer par Pointe-Noire. Et à partir des ports de Pointe-Noire, on doit faire ce qu'on appelle les transbordements. On enlève des grands bateaux pour les petits bateaux qui doivent amener à Matadi, puisque les ports de Matadi ne peuvent pas contenir les grands bateaux.
Tout ça, ce sont les douanes qui restent au Congo-Brazzaville. Non seulement qu'il y a de la douane qu'on doit payer sur place, puisque ce sont des marchandises en transit. Des fois, on peut payer comme on ne peut pas payer. Mais pour les commerçants, il y a perte du temps. Vous imaginez, au lieu de faire 21 jours, on ferait 45 jours et des fois plus de 50 jours. Et 50 jours là, on perd beaucoup de temps, plus ici à Pointe-Noire qu'à partir de Dubaï ou à partir d'Anvers. Parce que d'Anvers, pour arriver, ça part vite. De Dubaï, pour partir, ça part vite. Mais dès que ça arrive à Pointe-Noire, on doit stopper pour trouver la disponibilité des bateaux qui doivent amener les marchandises à Matadi. Décharger voilà, dans des petits bateaux pour acheminer. Oui. Voilà. Et c'est une perte du temps pour l'économie, c'est une perte du temps pour les hommes d'affaires. Alors, imaginez-vous que cette fois-ci, ayant les ports, les bateaux vont quitter directement Dubaï envers les États-Unis. Ils vont arriver directement à Banana. Donc, en termes de temps, on va gagner. En termes aussi d'économie, on va y gagner. En termes de tourisme, on va aussi gagner. Puisqu'il y aura des gens qui vont faire seulement le tourisme pour venir voir les ports. Vous voyez. Donc, c'est déjà, il faut vraiment donner un coup de chapeau au chef de l'État, et un coup de chapeau à ce gouvernement qui a finalement pris la balle au point pour que dans 2 ans, qu'on ait vraiment notre port en eau profonde après 60 ans d'indépendance et qu'on en a déjà parlé plusieurs fois que ça n'a jamais été fait. C'est vrai, nous savons la maladie que souffrent les Congolais, c'est d'initier des projets qui n'aboutiront jamais. Oui. Et quelles sont les garanties qui peuvent nous faire voir que ce projet, en tout cas cette fois-ci, ça sera réalisé? Ah, mais ça c'est tout à fait vrai. Nous avons entendu beaucoup de projets qui ont été initiés, qui ne sont pas arrivés au bout, ou bien qu'on n'a pas réalisé, mais je crois que cette fois-ci, le chef de l'État s'est engagé lui-même. Il est parti lui-même poser la première pierre, donc c'est lui-même le premier à suivre. Deuxièmement, il y a la population locale. Donc, il y aura la pression de la population locale. Troisièmement, il y a la FEC. Et surtout qu'on a délocalisé certains villages. Voilà. Donc, il y a la FEC, il y a les entreprises qui feront des pressions. Mais la chose la plus importante que nous devons souligner, c'est l'impact environnemental de ces ports. Voilà. Ça, il faut en tenir compte. Vous savez que là-bas, nous avons les mangroves. Or, en réalisant les ports, une bonne partie des mangroves, puisqu'on doit prendre une superficie vers les terres fermes pour placer les nécessaires, les bâtiments, les quais, ainsi de suite. Donc, il y aura une bonne partie des mangroves que nous allons perdre. Et donc, du point de vue environnemental, c'est déjà un impact négatif. Alors, pour éviter que cet impact soit négatif, il faudra qu'on délocalise les mangroves qu'on va perdre là, qu'on puisse les transplanter ailleurs pour les récupérer. Et en même temps, pourquoi? Parce que les mangroves nous permettent de bloquer l'avancée de l'eau. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par le professeur Kabasele Yenga, qui est un expert en télédétection. Et il démontre bien qu'il y a 6 mm d'eau qui occupent la terre chaque jour. Or, en enlevant les mangroves pour aplanir et faire les quais, l'eau va continuer à avancer. Un champ libre. Un champ libre, voilà. Donc, il nous faut une digue. Il faut qu'on fasse, au-delà de ces travaux de ports, il faut entre-temps aussi penser à préserver les ports. Puisque le lendemain, les ports seront envahis aussi par l'océan. Justement. Donc, il faut une digue qui devra dégager l'eau de plus. Et cette eau-là qu'on peut encore renvoyer vers les mangroves pour que les poissons, puisqu'il y a aussi un autre élément, c'est les poissons qu'on va perdre. Puisque quand on fait les ports, les poissons qui venaient vers les extrémités vont aller vers l'intérieur de la mer, donc l'intérieur de l'océan. Ce qui veut dire que les pêcheurs, pour pêcher, sont obligés d'aller vers les plus profonds de l'océan pour pêcher. Alors, si nous faisons une digue, nous faisons un canal, les poissons pourront suivre le canal et ça pourrait être éparpillé dans les champs, ainsi de suite. Et nous allons protéger aussi les ports. Donc, il y a 2 actions à mener au même moment. L'action de construire les ports qui est vraiment bénéfique pour notre économie, qu'il faut encourager et qu'on doit aller le plus vite possible pour qu'on en termine, de telle manière à permettre à nos commerçants, à nos hommes d'affaires d'avoir leurs marchandises à temps à Kinshasa et ouvrir le tourisme. C'est une route du tourisme. Et en même temps, si on peut signer aussi les partenariats publics et privés
pour la création d'un chemin de fer qui est déjà un projet qui existe déjà, ça serait mieux. Mais en dernier lieu, c'est la construction d'une digue qui nous permettrait de sauvegarder en même temps les mangroves et sauvegarder aussi les ports et en même temps permettre à nos pêcheurs d'avoir des moyens pour pouvoir aller pêcher au lieu d'aller vers la mer la plus profonde. Voilà, construire sans achever, c'est détruire. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Une autre actualité de la semaine, c'était le désavouement de Jean-Marc Kabound, là nous sommes en politique, qui a suscité beaucoup de réactions. Il y a là, notre rédaction s'était interrogée. Jean-Marc Kabound séduit-il l'opposition politique congolaise après sa radiation de l'UDPS? En tout cas, la température actuelle montre qu'aucun cadre des partis de l'opposition ne semble s'intéresser à l'ancien homme fort du parti présidentiel. C'est le cas de l'ECD de Martin Fayoulou, du Nouvel Élan de Mouzito et du PPRD de Joseph Kabila. Suivez ce reportage et puis nous allons revenir plus tard. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme. Désormais libre d'émettre ses points de vue sur la politique du pays, sans embâge ni directive politique, après sa déchéance et sa radiation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound ne rassure pas encore l'opposition politique congolaise. C'est le fait d'être injecté de l'Union sacrée de l'UDPS ne signifie pas qu'il a cessé d'être de l'Union sacrée. L'Union sacrée a des personnalités indépendantes qui n'ont pas de parti politique. Et nous espérons qu'il est de l'Union sacrée. Pour les idées de Martin Fayoulou, cette affaire est un non-événement. Mon cher ami, ça vraiment c'est une distraction. Je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est une distraction, ça vraiment. Le maître nageur dit 520 gigas suscite encore des doutes sur son comportement pour lequel il doit répondre des actes de son saga Sweet, Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Pour l'instant, il n'en est pas question. Nous, le Nouvel Élan, c'est que nous aurions bien voulu, c'est de voir M. Kabound répondre d'abord de ses actes, parce que ici, il faut noter que cette affaire Kabound a distrait les Congolais. Il y a la vraie question qui devrait, en principe, nous intéresser tous en assemblée, bypasser, escamoter ce débat. Pourtant, c'était les débats essentiels qui tournent autour de l'affrontement de la police censée garder M. Kabound et l'élément de la garde républicaine qui s'est affronté avec les gardes de M. Kabound. Nous n'envisageons aucune quelconque collaboration avec ce monsieur. Le chemin est en effet long et épineux pour l'homme orchestre d'hier dans le règne Tshisekedi. Seul, l'avenir sera loquace. Seul l'avenir sera loquace. Professeur Ngindou Kalala, c'est quoi l'avenir politique de Jean-Marc Kabound désormais? Bon, écoutez, en principe, moi je m'étais interdit de pouvoir intervenir sur cet aspect des choses. Vous savez, dans la vie, on nous dit toujours la révolution bouffe ses enfants. Est-ce que la révolution a bouffé Jean-Marc Kabound? On ne sait pas encore. Pourquoi je dis on ne sait pas encore? Les âmes étaient trop surchauffées au niveau de l'UDPS. Donc c'est un problème interne à l'UDPS naturellement. Nous ne devons pas en faire un problème national. Ça devient national puisque l'UDPS c'est le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que les gens s'y intéressent. Mais est-ce qu'il faut vraiment donner beaucoup de poids à ça? Point d'interrogation. S'il faut donner beaucoup de poids à ça, est-ce que le chef de l'État lui-même s'est déjà prononcé? Donc, on risque de faire trop de commentaires sur un problème interne à un parti politique pour lequel les ténors de ces partis-là, tous ne sont pas encore prononcés. Et le président du parti, c'est l'actuel chef de l'État. Étant donné qu'il ne peut pas cumuler être, selon notre constitution. Il avait démissionné, hein? Oui, mais en même temps, il ne pouvait pas être président du parti et président de la République. C'est qu'on peut dire un autre poste qu'on a créé, l'autorité morale. Bon, moi je n'ai jamais été pour cette histoire-là d'autorité morale. Ben, en fait, je crois que
il n'y a qu'un organe du parti qui s'est prononcé, c'est la CDP. Et il faut attendre qu'ils fassent leur congrès et que les congrès déterminent l'avenir de Kabound. Donc, il faut attendre que les chefs de l'État se prononcent pour qu'on sache quel serait l'avenir de Kabound. Lui-même, Kabound n'a pas encore dit un mot jusqu'à présent. Mais justement, donc, moi je voulais qu'on reste sur les faits. Oui. Voilà, on dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. C'est une question de confiance. Si par le tweet, oui, il a démontré qu'il s'est désolidarisé avec le pouvoir en place, c'est-à-dire il n'inspire plus confiance. Et voilà, la commission de discipline de son parti l'a désavoué, radié même du parti politique. Qu'est-ce qu'il pourra venir? Vous êtes scientifique, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot? Bon, voilà. Il y a eu quelqu'un d'autre, un maître, je crois Paul, qui a parlé de ça. Il a démontré que, maître Paul a démontré que cette commission était irrégulière. Moi, je ne connais pas les statuts de l'UDPS. Qu'est-ce que les statuts prévoient dans de tels cas? Mais en lisant ces maîtres, il démontre bien, noir sur blanc, que la commission n'avait pas le droit de pouvoir ni les démettre, ni les radier. Donc, tu verras que les jours à venir, il y aura des rebondissements. C'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Donc, Jean-Marc Kabound, malgré tout son fouga ou son raga, tout ce qu'on peut dire, il reste encore pour le moment membre de l'UDPS. Jusqu'à ce moment ici, il est encore membre de l'UDPS. Donc, nous allons attendre dans l'avenir les rebondissements. C'était, comme dirais-je, Kabound Gate. Ce n'est pas encore terminé. Attendons-nous à beaucoup de changements, beaucoup de rebondissements, et ainsi de suite. Donc, laissons d'abord à l'UDPS de gérer son affaire. Laissons-le le temps de se reprendre. Je crois que les choses pourront se remettre en ordre. Voilà, les choses pourront se remettre en ordre. C'est le souhait du professeur Joseph Ngindou Kalala. Un autre dossier qui a défait les chroniques le lundi 31 janvier 2022. C'était aussi le verdict dans l'aspect, dans le domaine juridique, le verdict rendu dans le procès de meurtre de 2 experts de l'ONU. Dossier judiciaire, au moins 51 personnes condamnées à mort par la cour militaire de Kananga dans l'affaire de l'assassinat des 2 experts des Nations Unies, comprenez Zaïda Catalan, la Suédoise, et l'Américain Michael Sharp. Une peine régulièrement prononcée dans la province du Kasaï central et commuée systématiquement en condamnation à perpétuité. Suivons d'abord le reportage. La décision de la cour militaire de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, est proche des réquisitions du ministère public qui avait demandé le 30 novembre 2021 51 condamnations à la peine capitale et 3 peines de 20 ans de prison. Toutefois, un colonel contre lequel la peine de mort avait été requise, Jean Didier Mamboueni, écope de 10 ans de prison. La cour n'ayant pas retenu contre lui les accusations de terrorisme, association de malfaiteurs et crimes de guerre, il a été condamné pour violation des consignes et non-assistance à la personne en danger. Ses avocats ont annoncé, après cette condamnation, leur intention de faire appel devant la haute cour militaire de Kinshasa. Parmi les 2 détenus qui ont été acquittés et ont retrouvé la liberté figure le journaliste Raphaël Trido Kampuku Kamuzadi. La cour a estimé que les infractions mises à sa charge n'étaient pas établies. L'arrêt de la cour militaire de Kananga, consigné sur 146 pages, a été rendu à l'issue d'un procès de plus de 4 ans qui a été lu durant 5 heures du temps par son président devant les représentants des autorités provinciales et de l'ONU. Michael Sharks, de nationalité américaine, et Zaïda Catalan, suédoise, avait disparu le 12 mars 2017 alors qu'il était au Kasaï pour enquêter sur des fausses communes liées au conflit armé qui avait éclaté dans la région après la mort du chef coutumier Kamwina Ntampu. Je reviens à vous, professeur Joseph Ngindou. Pourrions-nous dire que la justice a été faite? Bon.
Je peux vous dire ceci. La première des choses, c'est il faut féliciter l'auditorat militaire, nos magistrats militaires qui ont fait ce travail-là, puisque personne n'y croyait qu'au Congo, on pouvait rendre cette justice et qu'on avait des experts pour pouvoir le faire. Mais par contre, là où moi ça me choque, c'est le fait que on a rendu justice puisque les deux étaient étrangers, mais les accompagnateurs, on n'a pas rendu justice jusqu'à présent. Les Congolais qui sont morts avec eux, qui les ont accompagnés, qui sont partis mourir avec eux dans la brousse où ils sont morts, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Et je trouve que là, il y a quand même des limites de notre justice. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Puisqu'ils sont morts plus de 4, il fallait que les 2 dossiers soient jugés au même moment. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que dans l'arrêt rendu, on ne sait pas qui sont les commanditaires. Je ne sais pas, vous savez qui est commanditaire de la mort de ces 2 experts ou de ces 2 membres des experts de l'ONU. C'est ça même le soubassement de ma question. Voilà. Donc, on n'est pas encore, nous avons la soif de savoir qui ont commandité la mort de ces 2 experts de l'ONU. Et pour quelles raisons? Puisqu'ils étaient partis là-bas pour récolter des données, récolter des informations. Comment expliquer qu'ils arrivent et qui était derrière, qui a suivi leur parcours, qui transmettait les informations? Et pour quelles raisons ils devaient être piégés? Puisque là, on les a piégés. On les a maintenant en brousse pour aller les éliminer. On les a piégés. Alors, qui? Donc, la question reste posée encore pour savoir aujourd'hui qui sont les commanditaires de la mort de ces 2 experts de l'ONU au Kasaï. Donc, selon vous, pour quelles raisons on devait les éliminer? La justice doit continuer à fouiner. Voilà, on doit encore fouiller. On doit fouiner, arriver jusqu'à nous donner les vrais commanditaires pour qu'ils soient aussi condamnés et qu'ils nous disent les raisons pour lesquelles ils ont fait tout pour les éliminer. Et de l'autre côté, il y a les Congolais qui les accompagnaient pour lesquels jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est leur fin. Pourquoi on doit avoir la justice de 2 poids 2 mesures? Donc sur ce, nous demandons encore que notre justice militaire continue à faire son travail jusqu'à ce que elle va nous donner les éléments qui peuvent nous satisfaire sur ces dossiers-là. On n'est pas encore satisfait complètement. Mais si il arrivait que la partie des personnes congolaises assassinées avec les 2 experts de l'ONU, personne n'a revendiqué, n'a porté plainte contre... Non, il y a une association qui a porté plainte. Il y a non seulement une association, même les membres de famille. Il y a une association qui, d'ailleurs, la semaine passée, a porté plainte. Il y avait une autre qui avait encore porté plainte bien avant. Et il y a les membres de famille qui ont porté aussi plainte. Espérons que le dossier va rebondir encore d'un moment à l'autre. Mais je voulais revenir encore un peu, si vous me permettez, Marcelo, vas-y. sur les dossiers dont on parlait tout à l'heure là, de Jean-Marc Kabound. Vous voyez, la politique commet ses erreurs. Et à chaque régime, il y a toujours des erreurs qu'on commet. Prenez les dossiers de Jean-Marc Kabound avec les dossiers de Vital Kamerhe. Ce sont 2 dossiers semblables. Voilà. Est-ce que, pour dire à nos amis de l'UDPS, est-ce vraiment nécessaire d'engager ces bras de fer en ce moment ici? Ça, c'est une question tout simplement. Ils nous suivent, ils vont devoir répondre à votre question dans leur façon d'agir. Ok. Nous revenons encore à l'actualité. Comprenez que la journée du lundi était abondante en informations. Nous avons assisté à la majoration des prix des carburants à Kinshasa. 1 litre d'essence est passé de 1995 francs congolais à 2095 francs congolais et celui de mazout se vend actuellement à 2085 francs, soit une hausse de prix de 100 francs congolais. C'est le constat c'était fait le lundi dernier par nos reporters dans quelques stations-service de la capitale congolaise. Et cette inflation est loin de convenir aux motocyclistes trouvés sur place. Chansari Yamba. Après les maniements,
les Haut-Katanga, les Tanganyika et la province de la Mongala, Kinshasa connaît aussi une hausse des prix des carburants. Les litres d'essence passent de 1995 francs congolais à 2095 francs congolais. Les mazout coûtent désormais 2085 francs congolais au lieu de 1985 francs congolais. Les mototaxis se disent surpris. Avant que tu aies ce prix, il y a biloko bien ya carburant. Bayebisaka biso ata 72 heures avant. Mais tu as un certain matin bouillé. De 2000 quelques francs congolais, on a vraiment démocratie. Ils ont payé état de droit. Bata hydrocarbure ba kitise la bato à station nani ba taxi wana po bango po ba ndenge nini ya ko kitisa pe carburant tellement ba ba accélère bango ka taxi on peut ba matsa carburant pour ba se retrouver pe to sepelité parce que bango mbala monga brisque ba mati carburant to éviter ce point. Ce qu'on appelle communément Wewa à Kinshasa appelle le gouvernement à intervenir. Et là tozo senga zakaka ezala tawana ezala te poko mate banda o mataboye. Ils ont 100 francs. Pour les premiers jours, tout le monde a la pompe, 2090. Le lendemain, il y a 2095. Il y a 5 francs. Ils ont exagéré. Jusque-là, cette hausse de prix des litres à la pompe n'a pas encore occasionné une hausse de prix du transport en commun. Voilà, professeur Joseph, vous êtes professeur des universités dans le domaine économique. Oui. Voilà, la hausse a été constatée, une majoration de 100 francs congolais. C'est quoi l'impact sur les utilisateurs de ces carburants? Bon, voilà. Il faut d'abord savoir une chose. Les prix de carburant n'augmentent pas comme ça pour augmenter. Les prix de carburant augmentent puisque les opérateurs du secteur ne trouvent plus de bénéfices. Pourquoi ne trouvent plus de bénéfices? Puisqu'au niveau international, les barils de carburant ont augmenté. On est passé de 65 $ aujourd'hui à 85 $, plus ou moins. Donc c'est tout à fait normal que les prix augmentent. Mais si les prix augmentent, si les prix n'augmentaient pas, il y aurait rupture de stock. Donc nos importateurs de carburant n'auront plus de moyens pour importer les carburants. Et s'il y a rupture de stock, ce qui veut dire que la vie économique se stoppe complètement. Pourquoi? Parce que tout fonctionne avec les carburants. Toutes les machines, c'est le carburant. Voilà, c'est avec les carburants. Donc, pour permettre aux opérateurs économiques du secteur pétrolier de pouvoir avoir des marges, des bénéfices qui leur permettraient d'importer les carburants, il faut qu'on augmente. Mais l'augmentation qui est faite là, il faut savoir que ce n'est pas vraiment une grande augmentation puisque l'État intervient. Si l'État n'intervenait pas dans la structure des prix, nous aurons ici un carburant qui pouvait être de 3 000 francs, 4 000 francs. À quel niveau l'État intervient-il? L'État intervient déjà au niveau des structures des prix pour permettre, c'est-à-dire une sorte de subvention. Voilà. L'État subventionne les prix des carburants pour permettre à la population de ne pas sentir les coûts. Sinon, on aurait une vie très difficile ici à Kinshasa ou bien au Congo, puisque nous n'avons aucune raffinerie de pétrole. Malgré que nous sommes considérés parmi les pays producteurs de pétrole, nous n'avons aucune raffinerie. Le pétrole de Mwanda, qui est produit à Mwanda, n'est pas raffiné sur place ici chez nous. La meilleure des choses à faire, c'est s'investir beaucoup plus dans la raffinerie de pétrole, mais en même temps dans la production et l'exploitation du pétrole. Nous avons le pétrole, l'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole. Vous avez suivi la semaine passée, 10 milliards de dollars ont été signés entre Total et le gouvernement ougandais et les Chinois pour produire le pétrole dans le lac Albert. Donc, Total et les Chinois commencent déjà à produire le pétrole pour le compte de l'Ouganda, de l'autre côté. Mais non. Nous, on est encore là, il y a les ONG environnementales qui empêchent qu'on puisse produire, mais c'est dans les mêmes parcs de Virunga. Mais professeur, là en Ouganda, il n'y a pas des ONG environnementales. Mais il y en a, et elles ont protesté. Mais pourquoi seulement, pourquoi ils sont parvenus quand même à signer des accords pour l'exploitation et de notre côté, ça bloque? Mais c'est la faiblesse de notre gouvernement.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Puisque c'est le même gouvernement qui est en Ouganda qui a signé les accords avec Total et les Chinois qu'on produit déjà le pétrole chez eux. Mais chez nous, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire le pétrole. Et par le passé, il y a eu... c'est un dossier que je connais, puis j'étais encore aux affaires à ce moment-là. Et beaucoup de commissions qui ont fait que les partenaires qui venaient avaient refusé. Malgré les refus du chef de l'État, oui. de commission et consorts, voilà. Ça continue encore. Ça, c'était avant encore l'arrivée de Fachi Béton. Mais sous Joseph Kabila, il y avait déjà des projets très avancés pour la production de pétrole dans les lacs Albert, dans les parcs de Virunga. Et nous avons les pétroles dans la cuvette centrale. Seulement, le pétrole de la cuvette centrale est très lourd. Il faut de grands investissements. Le Congo a beaucoup de pétrole, a beaucoup de réserves de pétrole. Mais la partie de la cuvette centrale qui regorge des barils et des barils de pétrole, il faut de grands investissements parce que c'est un pétrole très lourd. Le pétrole le moins lourd, c'est celui qui est dans les parcs de Virunga. Donc toute la zone là de lac Albert, on a un bon pétrole de bonne qualité. Mais le problème, c'est les ONG de l'environnement qui posent des veto. Et c'est vrai que la biodiversité serait dégradée, ça c'est tout à fait vrai. Mais entre-temps, nous importons le pétrole. Puisque la quantité qui est produite à Mwanda n'est pas suffisante et qui n'est même pas consommée par nous-mêmes. Ça, je ne peux pas vous dire. Cette quantité-là n'est pas consommée par nous-mêmes. Donc, ça part ailleurs et puis après, ailleurs, on nous envoie encore le pétrole. Justement, alors, je voulais rebondir par là. Oui. Comment se fait-il qu'un État puisse signer un contrat pareil? On exploite les minéraux chez vous, oui, mais on va les traiter ailleurs. Pourtant, ça pouvait donner une main-d'œuvre au niveau local. Mais c'est le même problème avec les cuivres. C'est le même problème avec les cobaltes. Les coltans. C'est les coltans, les zinc. L'or. Tout ce que nous produisons chez nous ici, il n'y a pas de raffinerie. Mais pourquoi? Depuis longtemps, quand Mobutu a essayé de le faire dans les années 80, Mobutu a eu des problèmes avec les Belges. Mobutu a eu des problèmes avec les Belges pour pouvoir raffiner les cobaltes, les cuivres à Lubumbashi. Ma première thèse, moi, je l'ai fait sur la gestion d'une entreprise minière, le cas de la Gécamine, en 93. Et je sais de quoi je parle. Alors, donc, aujourd'hui, là, c'est question qu'on ait un gouvernement fort qui est en mesure de négocier avec les... il y a un projet de ministre de l'Industrie, Paluco, sur les coltans. Voilà. Voilà. Et de plus de 8 milliards de dollars, si je ne m'abuse pas 50 milliards au batteries électriques. Pour les batteries électriques. Oui. Voilà. Pourquoi c'est nous qui devions vendre les batteries électriques au monde. C'est le Congo. Puisque le Congo qui a la matière première avec l'Australie, qui permettrait, d'ailleurs, c'est notre coltan qui est le meilleur par rapport à celui de l'Australie. Mais justement, c'est ça la question. Alors, c'est-à-dire, nous devons avoir un gouvernement fort qui négocie et qui sait attirer les capitaux directs. Nous avons un problème. Tu m'avais dit, je suis un économiste. Nous avons un problème d'attirer les capitaux directs. Puisque le climat d'affaires n'est pas encore bon, trop de corruption, manque d'infrastructures, manque de ceci, manque de... Donc, un État, pour pouvoir attirer les capitaux directs, doit d'abord ranger à son intérieur. Pour aller à Mwanda, nous avons parlé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. Hein? À Mwanda, là-bas, on peut bien produire les voitures. Puisque une fois qu'on met les ports, donc les matières premières, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour les montages, ainsi de suite, viendraient du Japon, viendraient de France, viendraient des États-Unis, ainsi de suite. Et aux côtés des ports, c'est là où on met les fabriques. Puisque au lieu de transporter vers l'intérieur, il y a un coût supplémentaire. Alors les gens préfèrent ne pas venir. Aujourd'hui, au Togo, on produit déjà des petites voitures au Togo. Mais c'est la fabrique est tout autour des ports de Lomé. Au Ghana, la même chose. Aujourd'hui, l'Ouganda produit des bis. Mais c'est nous, les Congo, qui n'avons pas encore compris que nous devons diversifier notre économie. Et que pour diversifier notre économie, il nous faut qu'il y ait des fabriques internes et qu'il y ait de la production interne. Nous n'avons aucune production chez nous. Est-il un problème de l'homme congolais ou bien des dictats extérieurs? Manque de leadership congolais. Il faut un vrai leadership qui doit orienter la chose et un leadership de qualité. D'ailleurs, dans 2 semaines, je vais faire un séminaire sur comment développer son leadership, comment construire son leadership.
Donc, nous avons un problème de leadership dans ce pays. L'extérieur ne peut pas nous empêcher à 100%. L'extérieur, si on négocie bien avec l'extérieur, il va être sur notre position. Mais si on en est arrivé là, c'est qu'il y a la complicité interne. La complicité interne, effectivement, puisqu'on est très égoïste. Les Congolais sont très égoïstes. Les Congolais n'aiment pas son pays. Si les Congolais aimaient son pays, je vous dis bien, nous, on ne vivrait pas seul dans ce pays. On aura encore beaucoup plus d'étrangers que nous-mêmes. Puisqu'on a toutes les opportunités possibles qui permettraient à l'Afrique de se développer et que les Africains viendraient vivre ici en RDC. Regardez les secteurs agricoles, pour parler que d'un seul secteur. Est-ce que nous devons vraiment importer les tomates? Nous devons importer vraiment les céréales? La pomme. Nous devons importer vraiment les riz? Nous devons importer vraiment l'huile de palme qui vient de Vietnam et d'autres. C'est l'huile les palmes sont parties de Yangambi. Les cafés, les cacao, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue grande productrice, mais ça part de Yangambi. Il faut un leadership solide, vous l'avez souligné. Donc il faut un leadership de qualité, solide et qui a l'amour de son pays. Tant qu'on n'a pas l'amour de ce pays ici, tout ce que nous faisons n'est que du blabla. Très bien. Autre information, là nous sommes en société, les travaux de construction de l'avenue Sayo dans la commune d'Ngiringiri évoluent à pas des tortues. C'est le constat fait sur place par nos reporters le lundi dernier, 31 janvier, dans cette partie de Kinshasa où l'ensemble de la population salue cette initiative, mais déplore beaucoup par contre la lenteur de l'exécution de ces travaux. C'était un reportage de Sabrina Mouadi et Joël Mouka. Travaux de construction lancés depuis le mois de décembre 2021 dans le cadre du projet Tchilé-Gelou qui prévoit la réhabilitation et la modernisation de plusieurs kilomètres de routes à travers les pays. La réhabilitation de l'avenue Sayo dans la commune d'Ngiringiri s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Les habitants du coin ainsi que les usagers qui fréquentent ces tronçons se disent être satisfaits. Bon, dans l'ensemble, nous sommes très contents parce que par rapport à ce que nous avons vu pendant plusieurs années, en tout cas, cette fois-ci, nous avons vu que vraiment le gouvernement ici, ils ont songé quand même à nous ici en Ngiringiri par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce que nous avons vu tant de routes qui est déjà réhabilitées, telles qu'à Sosa, telles que Makanza ici, comme vous le voyez, ainsi que l'avenue Sayo. En tout cas, nous avons essayé pourquoi? Parce que tant que Kolaki, Ngiringiri, Bumbu, partout, Kinshasa, ils agissent très bien. Mais quelques années après, tout le monde a dit que vraiment dégueulasse. Mais aujourd'hui, dans mon inette, Makanza, goudronné, ça va. Et puis, Sayo, continue toujours au salam. En tout cas, ça marche bien pour Nanga. Au Sanga plaisir, et ça évolution en Boka. Mais au Sanga plaisir, ceux qui ont sous Kaka en Ngiringirité, et au Komana Bakomine Moussou, ça serait une bonne chose pour nous permettre aux chauffeurs dans la facilité au Sanga Bango. Mais ils déplorent beaucoup plus la lenteur avec laquelle cette entreprise ABC font leur travail. Il y a une lenteur makasi, il y a une lenteur makasi. Après que Bissot de Kansai et Gojoa Sayo Mobimba même, on travaille à 9 mètres. On a 9 mètres, on va travailler, mais c'est pas ce tic alors que Bambouteillage commence à faire caca. Si on va checker Mobimba, c'est le Chaba, na va venir Gambela, ils ont vraiment na katika je vais Mobimba ya balaba et checker quand na ba côté ba caniveau c'est plus mieux que base ils ont réduit à 9 mètres. Même il y a les routes secondaires, mais biso to sengi vraiment que na l'état na biso que va grandir ango et comme vraiment na même na ba 12 mètres. Ici est de rappeler que ces travaux s'exécutent dans le cadre du projet Tchilé-Gelou lancé au mois de mars 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'un des projets des chefs de l'État les plus critiqués à cause des annonces et des sorties médiatiques sur des prétendus détournements. Eh bien voilà, nous avons vu là quelques réalisations, malgré même la population sur place déplore la grandeur de la route. Une grande route comme Sayo, mais on prend juste 9 mètres de largeur. Mais Marcelo,
c'est ça ce qui est grave dans notre pays. Je viens de vous le dire tout à l'heure qu'on n'aime pas notre pays. Nous-mêmes, nous n'aimons pas notre pays. Et il faut le dire, on doit dire ça tout haut. Le chef de l'État est mal entouré. Ça, il faut le lui dire. Plusieurs des conseils du chef de l'État ne lui donnent pas de bons conseils. Et plusieurs des entreprises OVD et Office de route ne donnent pas vraiment de bons conseils. Puis ce sont les techniciens. Est-ce que vous pouviez imaginer vraiment, comme il dit là, une grande route comme ça, nous la connaissons tous, vous allez réduire la route à 9 mètres. Et non seulement, ce qui est grave dans nos ingénieurs, nos techniciens de la route, et que quand ils font la route, ils ne font même pas les arrêts. Il n'y a pas les endroits pour les arrêts de bus, il n'y a pas les endroits pour le parking. Donc tu veux faire descendre quelqu'un de ta voiture, tu es toujours en pleine route, tu bloques les autres qui viennent derrière. Or, les routes, ils vont à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez été à Dubaï, qu'ils partent à Dubaï, qu'ils voient comment les routes sont construites à Dubaï. Qu'ils s'inspirent au moins. Il y a l'expo Dubaï, qu'ils aillent un peu là-bas pour voir comment elles sont construites. Il y a des routes de secours. La route comme celle-là, comment elle s'appelle, Sayo. C'est une route de grand trafic intercommunal. Puisqu'elle quitte Ngiringiri, elle va à Kassavobo. Donc c'est une route intercommunale. De grand trafic. Il faut que cette route-là dispose de parking. Il faut que cette route-là dispose des arrêts de bus et des arrêts de taxis. Aujourd'hui, ce qui est grave dans ces pays, c'est quoi? Nous avons un phénomène de motos qu'on appelle les Wewa, communément appelé Wewa. Nous avons un phénomène de chariotmen, ceux qui transportent les histoires sur les chariots. Mais ce sont des roues pour lesquels il faut aussi prévoir sur la route leurs arrêts, pour lesquels il faut aussi prévoir leur passage. Comment on peut construire les routes et ne pas tenir compte des nouvelles dispositions aujourd'hui de la société? La société qui se transforme et vous construisez les routes encore avec les anciennes méthodes. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit ça pendant qu'on faisait les boulevards le 30 juin ici et pendant qu'on a fait la route Yupen pour aller à Matadikibal. J'ai parlé moi-même personnellement avec le ministre Kalumba qui était ministre des infrastructures. Je lui ai dit ça. J'ai dit, Excellence, aujourd'hui les routes ne se construisent plus comme ça. Vous devez tenir compte des phénomènes sociaux des transports. Nous avons les piétons. Ailleurs, il y a une piste de piétons. Justement, on en voit partout. Mais voilà. De route, on ne réserve même pas un endroit pour voilà, il y a une piste de piétons. Nous avons maintenant les motards, les wewa. Nous avons les chariotmen. Vous devez prévoir les pistes pour ces gens. Moi, j'ai parlé de ça à ministre Kalumba. Et le ministre m'a dit non. En tout cas, prof, c'est très bien comme vous m'avez donné cette idée-là. La route de Ripen, quand nous allons la construire, nous allons penser à ceci. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arrêt de bus. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de piste pour les motards. Il n'y a pas de piste pour les piétons. Il n'y a pas de piste pour les chariotmen. Donc, nous tous, nous devons nous confiner sur les 9 mètres là. Et nous allons nous demander pourquoi il y a les embouteillages. Et pendant qu'ils le font maintenant, et la population a raison, il faut déjà qu'ils élargissent cette route-là. Sayo est une grande route. Ouais. Vous n'allez pas réduire la route à 9 mètres, mais les parties qui restent là-bas, là, vous laissez pour qui? Comme ça, après, les terrasses vont occuper. Vous voyez? Donc, on donne la possibilité aux terrasses qui avancent et quelqu'un qui a sa maison sur place, là, il va avancer avec 2 mètres, 3 mètres. Le lendemain, la route va disparaître. Voilà, c'est ça. Un autre élément. Je vois, on parle de Chilejelo. Mais c'est étonnant. Je dois vraiment présenter ça. C'est étonnant, puisque Chilejelo, on parle de Chilejelo qui est sur Kassavobo, Ngiringiri, de ce côté qui chasse. Mais nous avons d'autres communes. Commune de Mongafula. Combien de routes de Mongafula sont asphaltées? Trop enclavées. Trop enclavées. Donc, quand tu as Mongafula, tu n'as qu'une seule route pour redescendre en ville. Ou c'est par Ipen, ou c'est par rond-point Gaba. Mais on doit commencer à diversifier les routes. C'est ça ce qui fait la beauté de la ville. Et c'est ça ce qui rend aussi les trafics fluides. Imagine la route qui va chez moi. Ça va désengorger aussi les embouteillages. Ça désengorge les... Voilà. La route de l'église là-bas, appelée communément boulevard Kabila, mais c'est la terre jaune. Oui. Nous avons fait tout pour que cette route-là soit asphaltée. Personne n'y pense. Personne. C'est moins d'1 kilomètre.
elle n'est jamais prise en considération. Chaque fois qu'on prend ça, l'argent disparaît et on ne travaille pas. Alors, mais on ne doit pas, les jeunes ne doivent pas se limiter seulement dans les communes centrales de la ville de Kinshasa. Nous avons Kisenso, nous avons Mongafula, nous avons Matete, nous avons Ngaliema. Mais tout est lié, la Bandili, tout ça, on doit avoir les circonférences, on doit avoir les routes intermédiaires et perpendiculaires qui permettent de pouvoir rendre le trafic fluide et désengorger la ville. Au lieu d'être toujours sur les mêmes avenues et sur les mêmes routes, dès qu'il y a une voiture qui tombe en panne, vous êtes tous bloqués puisqu'il n'y a pas de parking, il n'y a pas de sortie. C'est triste. Nous passons aux informations de la journée de mardi. Nous allons y aller un peu plus vite. 2 groupes de criminels, la sécurité, dont les réseaux des ADF dans le sud d'Irumu et ceux impliqués dans l'achat et vente d'armes dans la ville de Bunia ont été arrêtés et présentés le mardi au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Suivez. Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés en Ituri. Le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 maïmaï et un ravitailleur en médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walendu-Vonkutu avec une grande quantité de médicaments conservés dans de bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Un réseau de ZADF, mon général. Étant donné que il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bankongolo et 3 autres personnes appréhendées avec 3 armes PKM, explique le lieutenant Jungongo. Le service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de $1 500. Au patron des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyankashama Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le 100e cas d'arrestation des cerveaux-moteurs de groupes armés dont les ADF, Maïmaï, Kodeko, Zaïre et FPIC au front nord en territoire de Ndjougou et au front sud en territoire d'Irumu. Professeur Joseph Ngindou, vous avez travaillé dans les territoriales à un moment, vous maîtrisez bien le secteur et les différents problèmes d'insécurité qui sévissent les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont sous état de siège. Voilà les images qui démontrent l'implication des Congolais, voire même les autorités, une chef de quartier. Merci beaucoup Marcelo. Je suis un expert de la décentralisation. Et, comme vous le dites bien, je connais bien notre pays. J'ai circulé dans plusieurs provinces pour installer la décentralisation et former les animateurs. Ce qui se passe à l'est de notre pays, je l'ai dit auprès de vos collègues d'autres journaux, télévision, pour démontrer que nous, Congolais, je viens de vous le dire, on n'aime pas notre pays. Ceci est la preuve éloquente et qui confirme l'adage qui dit bien l'insecte qui mange l'haricot est dans l'haricot. Ceux qu'on a arrêtés là-bas sont nos frères propres. Et je voudrais que les amis qui sont contre l'état de siège présentent d'autres arguments. Puisque ce qui alimente les ennemis sont nos propres frères. Voilà, les produits pharmaceutiques ont été acheminés vers l'ennemi par un handicapé. La chef du quartier va acheter l'arme. Pour en faire quoi? Donc, il était vraiment grand temps. Moi, je crois que la mesure qui a été prise par le chef de l'État pour l'état de siège, c'est une mesure salutaire. Puisqu'aujourd'hui, là, cette mesure est en train de nous montrer
tous les ennemis de la République. Je crois que si on n'avait pas pris cette mesure ici, je ne sais pas qu'est-ce qui serait devenu l'Est de votre pays. Mais justement, parce que nous remarquons l'implication des Congolais dans ces exactions, n'est-ce pas l'état de vie précaire qui les anime à... Oui, mais non, ce n'est pas justifiable. Non. Vous savez, tous les pays du monde, il n'y a aucun pays du monde qui donne du travail à ses enfants, tous. Même les États-Unis, il y a des chômeurs aux États-Unis. Même la France, il y a des chômeurs en France. Aucun pays au monde donne du travail à 100% à ses enfants. Le travail, vous devez le créer. Le travail, l'État peut donner. Le travail doit être créé par les privés, ainsi de suite. Donc, chacun de nous peut se débrouiller autrement. Mais pas pour mettre la vie de tes frères et tes sœurs en danger de la manière où on le fait à l'Est. Pas pour trahir ton pays comme on le fait à l'Est. Non. Moi, ici, c'est l'occasion pour dire à tous nos frères qui sont contre l'état de siège de présenter une voie alternative. Mais le bizarre, c'est que ce sont les ressortissants de ces mêmes provinces qui sont contre l'état de siège. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait un appel à eux. Ce n'est pas la première fois. Je discute avec eux tout le temps. Donnez-nous une voie alternative. Donnez-nous la voie alternative contre l'état de siège. Qu'ils nous disent, j'ai entendu d'autres qui disaient non, on peut faire mieux. On peut faire mieux comment? Puisqu'aujourd'hui, là, sachez bien d'abord, nous avons eu une armée qui est venue de la manière dont nous la connaissons. Donc, qui a infiltré, une police qui a infiltré, une armée qui a infiltré. Et les chefs de l'État actuel doivent faire avec cette armée-là. Il est question de reconvertir ceux qui sont dans cette armée-là pour défendre leur territoire. Avec tous les risques possibles. Voilà. Il est question de reconvertir ceux qui sont dans cette police-là pour défendre leur territoire. Il est question de reconvertir les services de renseignement pour défendre leur territoire. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, mais quand tu vois que ceux qui rongent, ceux qui tuent les autres, ne viennent pas de loin, ce sont les voisins. Mais alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut maintenant, pour moi, des gens qu'on vient d'arrêter comme ça, comme les Salim, l'autre là, il faut y avait aussi une dame qui ravitaillait les ADF avec les vivres. Vous savez, on a enlevé la peine de mort, on ne peut pas... non, il faut des actions pour ces gens ici là. Là, il faut réclamer la peine de mort. Il faut les pendre publiquement pour que ça soit une action pédagogique qui, le lendemain, les autres ne vont plus intervenir. Malheureusement, j'ai été à l'Est plusieurs fois. J'ai fait même Monsieur Bons Office à l'Est plusieurs fois. Avant M23, avant CDP, tout ça. Je connais beaucoup de choses sur ça. Mais les gens qui font ça sont sur place. Et le président de l'Assemblée n'avait pas tort de dire, vous les députés sortez de là. Le président n'avait pas tort. Monsieur Mbosso, le président, l'honorable Mbosso, a complètement raison quand il fallait qu'il continue avec ses rétracté, enfin. Non, il ne s'est pas rétracté, mais c'est les tollés qui sont sortis par après qu'il a fait un peu reculer. Mais ce qu'il avait dit là, il avait raison. Beaucoup de nos frères de l'Est ne sont pas sincères envers la République et ne sont pas loyaux avec la République. Voilà, une parenthèse, vous répondez dans 30 secondes. Que dites-vous sur la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour traquer les ADF? Dans 30 secondes. Oui, mais beaucoup en ont parlé. Mais la France était au Mali. Elle va partir maintenant, non? Pourquoi la France était venue au Mali? Pourquoi au Mali il y a plus de 14 armées? C'est puisqu'une seule armée ne pouvait pas arriver. Donc ici, il y a une mutualisation des forces de sécurité et des forces armées pour combattre un ennemi qui est commun, les terroristes. Et ces terroristes viennent de ce côté-là. Alors, et ce sont les députés, les caucus des députés de l'Ituri et les caucus des députés de Nord Kivu qui ont demandé au chef de l'État de mutualiser les efforts avec l'armée UPDF pour chasser ces gens-là. Vous donnez de la chance à la coopération. Mais bien sûr, il faut. Voilà. Partout au monde, il faut qu'il y ait la coopération. Voilà. Sans coopération, vous ne pouvez pas vivre vous seul. L'autre information du mardi 1er février, c'était la commémoration de 5 ans depuis que Étienne Tshisekedi a quitté la terre des hommes. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus?
Bon, écoutez, Étienne Tshisekedi, c'est un monument, c'est un héros national. Tout le monde on ne peut que s'incliner à sa mémoire et surtout se rappeler des bienfaits qu'il a fait pour ce pays, sa lutte, son combat. Nous tous, nous avons été formés dans ce combat-là. Il n'y a aucun Congolais qui ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a jamais suivi Étienne Tshisekedi dans son combat. Donc, il nous a montré la route. Malheureusement, comme on dit, il a été Moïse. Il n'est pas arrivé à la terre promise. C'est qu'on peut demander aujourd'hui que le bon Dieu le pardonne, lui accorde sa miséricorde et que son âme se repose en paix. Très bien. Que son âme repose en paix. Prenez aussi cette information sécuritaire. Attaque d'un site des déplacés près des Boulets le mercredi 2 février 2022 dans le territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Le bilan provisoire fait état de 53 déplacés qui sont assommés. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans cette province, a rassuré la détermination des forces de sécurité de poursuivre les opérations en vue de contraindre les groupes armés œuvrant dans ce coin à cesser avec les hostilités dans cette province. Prenons encore ce reportage signé Constance Chimanga. Ils croyaient être en lieu sûr et pourtant ils étaient à la portée des miliciens. Plus de 53 réfugiés ont été lâchement abattus en Djougou dans la nuit de mardi à mercredi 2 février par les hommes du Codeco. Des dizaines de blessés ont été admis dans un établissement sanitaire de la place pour des soins. S'attaquer au site de déplacés où on trouve la population civile innocente qui n'a aucun moyen de défense, c'est pire de la folie et de la lâcheté. Et c'est un crime contre l'humanité. Ces auteurs seront punis sévèrement. Et nous rassurons à toute la population, au nom du gouverneur militaire, que les forces de défense et de sécurité sont résolument décidées de poursuivre ces hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire, de les arrêter, de les juger, de les condamner pour leur atrocité, comme si on était à l'époque du Moyen-Âge. C'est inacceptable que le fils de l'Ituri tue les fils de l'Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo compatit avec les familles des victimes. Nous compatissons avec les familles des victimes et nous condamnons cet acte criminel terroriste. Les victimes de cette attaque terroriste étaient des déplacés regroupés dans une concession privée de Boulé en territoire de Ndjougou dans la province de l'Ituri, à moins de 6 km d'une position de forces armées de la République démocratique du Congo. 53 décès en Ituri, 26 à Matadi-Kibala électrocutés, c'est votre coin d'où vous venez. 7 périssent également dans un accident le même jour. 86 décès en une seule journée, professeur. Marcelo, d'abord, je présente mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Je compatis avec eux puisque j'imagine bien les douleurs qui sont les leurs de perdre les propres frères, les propres sœurs dans des conditions atroces comme celle-là. Ça, ce sont des choses que nous ne devons plus supporter. Parlons de Djougou, d'Ituri. 53 âmes perdent leur vie à cause de l'égoïsme de leurs propres frères encore, de nos propres frères. Et surtout qu'ils étaient dans le camp des réfugiés. Dans le camp des réfugiés, c'est là où je vais en arriver. Mais le camp des réfugiés est censé être protégé. Voilà. C'est le HCR qui doit protéger. Où était HCR quand on vient égorger nos frères et sœurs comme ça là? Ils sont là seulement pour nous donner des leçons. Où était HCR? Et la MONUSCO est à parce côté. Parce que la dame Bintou Keïta, je l'avais suivie, et elle disait, si les sites comme les centres de réfugiés est attaqué, la MONUSCO va réagir. Jusque-là, silence radio. Silence radio, il n'a rien dit jusqu'à présent. C'est ça que j'ai dit. Mais ils sont ici, ça fait 20 ans. Moi, je me demande, quelle est l'utilité de la MONUSCO à Kinshasa, en RDC et à l'Est? Quelle est son utilité? Ça fait 20 ans que la MONUSCO est là. La guerre à l'Est n'est pas terminée.
les atrocités comme celle-là ne sont pas terminées et ça se passe à côté de leurs habitations. Donc, les camps de réfugiés sont censés être protégés par la MONUSCO. Et comment on peut arriver, on élimine comme ça nos frères, 53 partent en une journée. Et qui les élimine encore, ce qui est grave, ce sont leurs propres frères. Là, on a tué là. Il doit y avoir une belle-sœur, il doit y avoir un neveu, il doit y avoir une nièce, il doit y avoir... Donc, vous allez éliminer vos frères comme ça là. C'est vraiment criminel. Et ça sont des gens, j'ai entendu le colonel Gilles Ngongo, et le porte-parole, le lieutenant. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour attraper ces gens-là. Ça sont des gens qu'on doit pendre publiquement. Trop, c'est trop. Il faut que la RDC, qu'on sorte de l'hypocrisie internationale. Aujourd'hui, aux États-Unis, mais les policiers ont tué quelqu'un dans sa maison. Un noir a été abattu chez lui à la maison. Il y a les droits de l'homme là-bas. Un conseil pour les gens qui habitent et puis les accidents de circulation. Voilà, Matadi Kibala. Très rapidement. C'est vraiment grave. Ça, c'est, vous voyez, nous avons transformé les pays en anarchie. L'anarchie et l'indiscipline. Tu es venu là plusieurs fois pour me voir. Tu vois les marchés de matériel, c'est impossible d'y passer. Donc, il y a l'indiscipline et l'anarchie. Alors, dans un pays où l'indiscipline et l'anarchie règnent, tout peut toujours arriver, puisque personne n'écoute personne, les lois ne sont pas respectées. Comment on peut construire sur la haute tension? Nous avons toujours dit ça. Moi, lundi, j'ai passé là-bas avec madame. À 6 heures, j'ai dit, avec ça, dans peu de temps, ici, il y aura quelque chose. C'était lundi que je l'ai dit. Et voilà, il y a 2-3 jours, la catastrophe est arrivée. Donc, voilà. Notre population, ce qu'il faut faire, vous, les journalistes, avec les sociétés telles que la Régie des eaux, telles que la SNEL, vous devez éduquer les gens. La SNEL doit venir vers vous. La Régie des eaux doit venir vers vous pour commencer à faire des campagnes de sensibilisation et campagnes de formation. Ce qu'on appelle l'éducation des masses. Voilà. L'éducation des masses ne peut passer que par vous, par vos mains, par vos moyens. Les Congolais aujourd'hui sont au-delà. Sur la route, les civismes routiers n'existent plus, les codes de route n'existent plus. Chaque matin, chaque soir, moi je dois me battre avec et les motards et les taximens. Et ils t'insultent. Respectez les codes de route. Lukaya Yomoko. Lukanzela na Yomoko. Voilà. Donc tu comprends, il y a des choses. Laissez-moi terminer d'abord. Oui. Il faut qu'on pénalise certains propos. Il faut que les ministères de la Justice... Là, j'ai fait vraiment un appel au ministre de la Justice. Il y a certains propos qui découragent, qui ne vont pas dans les actes de construire ce pays. Yonde Mutobong Samboka Oy. Yonde Nani. Yoko Salanini. Mboko Yayo. Des propos de ces gens ici, il faut qu'on arrive à les pénaliser. Le professeur reste encore sur sa soif. Beaucoup est à dire, mais le temps nous est imparti. Placez un mot sur la grève des enseignants. Juste 30 secondes. Bon, la grève des enseignants, depuis un mois, on est en grève. Les enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout leur salaire. Ils sont en train de négocier avec le gouvernement. Il y a les banques syndicales d'un côté, les banques gouvernementales de l'autre côté. Attendons voir. Je crois que pour les chefs de travaux et les assistants, il paraîtrait qu'ils ont déjà trouvé un compromis. Il reste maintenant pour les professeurs. Hier, ils étaient encore en réunion. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé par après. Bon, voyons voir. Ce qui est mauvais, ce que je peux dire, est que c'est vrai, on a un droit qu'on doit réclamer, mais il y a aussi des obligations de l'autre côté. Ce sont nos enfants qui sont pénalisés, mais de l'autre côté aussi, le gouvernement doit savoir que les professeurs travaillent dans de mauvaises conditions. Les professeurs doivent faire un effort, le gouvernement doit faire un effort pour améliorer les conditions de travail des professeurs. Chacun doit jouer sa partition. Et voilà, vous avez un ouvrage en main, on peut le savoir. Oui, bon, vous savez, nous sommes pendant la période de Covid. Comme c'est la Covid, avec mes collaborateurs, nous avons pensé de faire une étude sur les effets de la Covid sur les activités brassicoles. Vous savez bien qu'à Kinshasa, tout le monde prend de la bière. La bière est bien prise dans nos villes. Et nous avons cherché à faire une étude pour comprendre quels sont les effets de la Covid pendant la période d'état d'urgence et pendant la période où l'État avait pris des mesures pour voir si les dépositaires et les détaillants pouvaient entrer dans leurs capitaux ou ils perdaient. Voilà, c'est ça l'étude que nous avons fait, au fait plutôt.
Où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est 40 €. Ah, d'accord. Sur l'Amazon, vous les trouvez. Bon, pour le moment, j'ai seulement 50 copies qui me sont arrivées. Effet de la Covid sur les activités brassicoles chez les dépositaires et détaillants dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est un ouvrage qui a été réalisé par le professeur Nguindo avec ses collaborateurs, l'assistante Madame Tanga Astrid, l'assistant Monsieur Kabama Pascal et l'assistant Monsieur Ngalamoulou Marius. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui met fin et terme vraiment à ce journal hebdomadaire sur CML 13 Télévision. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec d'autres actualités. Nous allons analyser avec peut-être un autre invité ou à besoin, le professeur pourra revenir pour des analyses approfondies parce que c'est un scientifique. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Joël Mouka, Azer Tembo et Hervé Nsimba.